Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour débriefer le Grand Prix du Mexique. Un Grand Prix qui a été un peu chiant, on va pas se le cacher. On a un peu failli s'endormir, hein, surtout à cette heure-là. Mais en tout cas, il y a deux, trois trucs sympas à dire. On va revenir sur quelques points intéressants du Grand Prix. Et surtout, on va rentrer direct dans le sujet avec les news de la semaine. Alors, avant même d'arriver sur le Grand Prix, on a appris trois choses principales. La première, c'est l'officialisation de Audi en tant que constructeur à part entière en Formule 1. Ils ne seront pas que motoristes, ils vont aussi prendre la main, on va dire, de l'écurie Sauber. Sauber qui va s'associer de nouveau avec un constructeur. C'était pas arrivé depuis BMW. Euh, donc ça va être très intéressant de voir ce que ça peut donner. Ce sera à partir de 2026 et donc l'arrivée de Audi en Formule 1. Jusque-là, pour Sauber, ça va être un petit peu confus. L'année prochaine, il continue de s'appeler Alfa Romeo Sauber. À fin 2023, ça redevient Sauber tout court pour 2024 et 2025. Et à partir de 2026, ça devient Audi, Audi Sauber. Je ne sais pas comment ça va. À l'époque, c'était BMW Sauber. Maintenant, c'est Alfa Romeo Sauber. Donc, je pense que ce sera Audi Sauber. Euh, et donc, ils seront motorisés par Audi. La conception et la fabrication du moteur Audi sera faite en Allemagne. Et par contre, toute la partie développement châssis, etc., sera faite toujours en Suisse, chez Sauber. Donc. Euh, et d'ici 2026, ça va être motorisé toujours par Ferrari. Voilà, donc même en 2024 et 2025, quand ils seront plus Alfa Romeo, ils seront toujours motorisés par Ferrari. Donc c'est une bonne nouvelle, je pense, pour la F1. C'est une bonne nouvelle surtout pour Sauber, qui va pouvoir bénéficier pardon, du support d'un constructeur comme Audi, qui va clairement les aider. La dernière victoire pour Sauber, ça remonte à 2008, si je dis pas de bêtises, au Canada avec Robert Kubica, et c'était à l'époque de BMW Sauber, donc on va dire les plus belles années de Sauber sont en partenariat avec un constructeur, donc tout le monde a l'air assez content, hein, comme disait Fred Vasseur, tout le monde a l'air content à l'usine de cette nouvelle association, et moi je suis assez impatient de voir ça. Alors 2026, c'est pas demain, mais ça va arriver très vite et je suis très très impatient de voir ce que ça va donner. Ça va nous donner un nouveau constructeur, j'espère, qui pourra se mêler à la bataille avec Ferrari, Red Bull et Mercedes. Pourquoi pas Alpine d'ici là. Euh, les Français espèrent toujours, mais on verra bien. En tout cas, la deuxième news très importante, news qui peut se diviser en deux, c'est bien entendu les pénalités pour le budget cap. Alors, deux équipes ont été reconnues coupables. La première, c'est Aston Martin. Aston Martin, il n'y a pas grand-chose pour Aston Martin, c'est 450 000 $, pardon, d'amende pour une infraction de procédure. Alors, je crois qu'ils ont juste rendu les résultats trop tard, enfin leur bilan trop tard. Donc, c'est une petite infraction euh, et donc une petite amende. Voilà, pour dire. Je pense que c'est juste pour dire, quoi, parce que ils ont respecté le budget cap, ils ont juste eu un peu des petits problèmes au niveau des procédures. Ça changera pas grand-chose pour Aston Martin, hein, si ce n'est un tout petit peu moins d'argent sur le compte de Papa Stroll. Donc, pas très grave. Pour Aston, ça va clairement pas impacter leur performance en 2023. Par contre, la deuxième équipe, vous la voyez sur l'écran, c'est Red Bull. Red Bull, c'est un petit peu plus sérieux parce qu'eux, ils ont bien dépassé le budget cap. On n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant sur le podcast de cette histoire. Je voulais avoir les. Avant d'en parler, je voulais que ce soit terminé, tout simplement, qu'on ait les résultats des enquêtes, qu'on sache qui est vraiment responsable et surtout avoir les pénalités pour en parler. Peut-être que dans notre épisode, comme j'ai teasé la semaine dernière, peut-être que dans notre épisode de fin de saison, on va débriefer un peu toute la saison. Peut-être qu'on va en parler. Moi, pour l'instant, je suis assez partagé. D'abord, c'est un dépassement donc de 1,8 million de dollars. Seulement, c'est les taxes qui ont mal été appliquées par les comptables de Red Bull. Alors, les comptables de Red Bull, je ne sais pas comment. Je pense que ça va chercher un nouveau boulot d'ici cet hiver. Euh, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, ça devait faire que dans les 500 000 dollars au-dessus du budget cap en réalité. Alors, c'est toujours un dépassement. Donc, la pénalité, forcément, elle tombe. 7 millions de dollars d'amende, c'est un petit peu plus que les 450 000 quand même pour Aston Martin. 7 millions de dollars d'amende pour Red Bull. Alors, bon, pour le commun des mortels, 7 millions de dollars, c'est énorme. Christian Horner, en conférence de presse, c'est plein. Enfin, c'est plein. Il a joué un peu les Calimero en disant ah oui, vous vous rendez compte, 7 millions, c'est énorme. Bon, frérot, jusqu'à l'année dernière, vous dépensiez 400, 450 millions par an. Là, vous dépensez 135. Enfin, l'année dernière, 145. Cette année, 140. Et je crois après 135. Il te reste 7 millions en rabat, je pense, quelque part. Hein, voilà.
c'est pas pour une équipe comme ça, 7 millions, c'est pas énorme. Autant à l'époque du scandale, McLaren, qui avait espionné Ferrari, ils avaient pris 100 millions de dollars d'amende et une disqualification au championnat constructeur. Là, c'était une bonne pénalité, bien vénère. Là, c'est pas si énorme, 7 millions. Par contre, la deuxième pénalité sportive, c'est celle que tout le monde attendait, hein, que ce soit les fans, de toute autre équipe que Red Bull ou, tout le paddock. C'était donc la pénalité sportive. Temps de développement réduit de la voiture de 10 pour 1 an à compter de maintenant. Enfin, à compter du jour où ils ont donné la pénalité, donc c'était il y a quelques jours. Donc pendant 1 an, jusqu'à l'année prochaine, même jour, ça va être 10 en moins de développement de voiture. Ça inclut le temps de soufflerie, mais aussi de la CFD. Donc la CFD, c'est la conception des monoplaces par ordinateur. Donc ça inclut en fait toute forme de développement de la voiture, que ce soit sur ordinateur, que ce soit dans la vraie vie, donc avec du test de pièces en soufflerie. C'est assez conséquent quand même. Hem, donc alors sur les réseaux sociaux, bon, heu, on pouvait s'en douter, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ne sont pas satisfaits de la pénalité. J'ai défilé un petit peu, hein, sur Instagram, Twitter et cetera. Et j'ai vu très, très peu de gens qui se disaient, satisfaits, qui trouvaient la pénalité, faire. J'ai pas vu beaucoup de commentaires de fans de Red Bull. Voilà, ça aurait pu, ils auraient pu essayer de de calmer un peu le truc. J'en ai pas vu beaucoup, en tout cas les autres sont pas contents. Hem, alors moi je sais pas vraiment quoi en penser, parce que faut savoir que les gens sur les réseaux sont pas contents, mais les gens, dans le paddock sont pas contents non plus, hein, Toto Wolff et Laurent Mekies notamment, hein. Laurent Mekies qui était le team principal par intérim puisque Mattia Binotto n'était pas présent ce week-end à Mexico. Ils se sont tous les 2 dit assez, déçus de la pénalité en trouvant que ça allait pas changer grand-chose à la performance de Red Bull l'année prochaine. Moi de mon côté, je suis un petit peu, je sais pas trop quoi en penser. D'un côté, c'est une pénalité qui est lourde à mon sens puisque c'est 10 ils vont être cumulés, au fait qu'ils soient champions du monde. Alors bon, ça c'est ils sont victimes de leur succès, hein, c'est normal, le règlement est fait comme ça. Mais ils ont déjà une baisse. En fait, on la 7e place, donc celui qui est 7e au constructeur, a 100 de développement. Ensuite, si tu es en dessous, à chaque fois que tu es une place en dessous de 7e, donc 8e, 9e, 10e, tu prends 5 à chaque fois et quand tu es au-dessus, tu perds 5 à chaque fois. Donc Red Bull a déjà beaucoup moins que les autres et en plus de ça, on ajoute 10 de baisse. Donc ça va être une vraie je pense un vrai handicap. Maintenant, d'un autre côté, je me dis que, bah, c'est Red Bull, qu'ils arriveront sûrement à se débrouiller et surtout avec la base qu'ils ont. Parce que, cette année, ils ont une fusée clairement et l'année prochaine, le règlement ne change pas. Donc ça sera juste une évolution de cette année et ils partent clairement avec de très, très bonnes bases. Fusée surtout qu'ils ont peut-être développée en partie grâce à ce dépassement. Donc, affaire à suivre. On verra bien l'année prochaine, ce qu'il en sera, de leur niveau de performance et surtout, est-ce que la pénalité est assez dure pour dissuader les autres équipes de suivre la voie de Red Bull cette année? Ça, c'est une vraie question et on verra bien l'année prochaine au moment de rendre les comptes. Voilà, tout simplement. Ça, c'était la petite partie news. En ce qui concerne le week-end de Grand Prix, on va direct rentrer dedans. La qualif, alors là, vous voyez la grille de départ. La qualif, c'était, c'était pas très excitant, c'était pas la séance de qualif la plus folle qu'on ait pu voir. On s'attendait à une grosse perfo de Mercedes, ça a été le cas, 2e et 3e sur la grille, mais en revanche, on s'attendait pas à la grosse perte de Verstappen qui est allé chercher, les derniers dixièmes pour, enfin même des gros dixièmes, hein, clairement, mais qui base de George Russell de 3 dixièmes, je crois? Ouais, 3 dixièmes. Donc c'est une grosse perf quand même pour Max, qui est allé vraiment extraire, tout le potentiel. Pérez n'y est pas vraiment parvenu. On sentait Mercedes performant et on se disait que ça pouvait peut-être aller chercher une pole. Ça n'a pas été le cas. Je pense que Verstappen et sa voiture cette année, c'est une combinaison qui est parfaite et c'est très, 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 très dur d'aller le chercher. Mercedes était performant certes, mais il manque encore ce petit truc pour aller chercher Verstappen. C'est-à-dire que Pérez, c'est prenable. Verstappen, il y a encore un truc, compliqué. Il y a encore un petit step. On va en parler après quand on va parler de la course, mais Ferrari nulle part. Ferrari était garé ce week-end et ça se voit dès les qualifs, 5e et 7e. Leclerc avait un problème moteur apparemment, un petit problème moteur et un problème de DRS. DRS qui ne marchait pas en Q3, qui a été réparé pour la course, mais le problème moteur par contre lui a subsisté pendant la course.
Donc c'est voilà, je sais pas encore, enfin, Leclerc était pas capable de donner vraiment l'impact à l'arrivée de ce problème moteur. Il disait que ça justifiait absolument pas, la quantité de rythme manquante, enfin de rythme manquant pardon pour Ferrari ce week-end. On verra bien, ce que ça donne au prochain Grand Prix, mais en tout cas là c'était très, très compliqué. Bottas, très, très bonne qualif. Faut savoir que Bottas, il enchaînait 10 courses en dehors des points. Il a marqué des points pour les 10 premières courses de la saison, il a marqué des points et les 10 courses d'après, enfin pas peut-être pas pendant les 10 courses, mais en tout cas sur les 10 premières courses, il a marqué, 60 points ou un truc comme ça et sur les 10 suivantes, 0. Donc c'était très, très compliqué. Il arrivait sur 10 courses d'affilée sans marquer de points. P6, lui-même était surpris de la perfo, surtout que Joe est que 12e. Donc lui-même était surpris. Norris fait la bonne opération en battant les deux Alpines. Deux Alpines qui arrivent à quand même sauver les meubles en se classant 9e et 10e, ça rentre en Q3. Ricardo, dommage, il échoue à la 11e place. Mais ça, ça voulait dire quand même quelque chose, je trouve. Ricardo, rien qu'en qualif, on commençait déjà à voir qu'il y avait de la perfo et qu'il était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à l'aise qu'aux États-Unis. Les AlphaTauri, c'est toujours très dur. Bon, les As, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils sont toujours, un petit peu garés. Je pensais honnêtement que Williams, ça allait mieux marcher que ça, tout simplement parce que ils ont quand même une vitesse de pointe impressionnante. À Monza, ça marchait très fort. Seulement là, il y a quand même un secteur 2, qui est très technique, même secteur 3 aussi, hein, on pourrait parler du secteur 3. Secteur 2, c'est plus du virage rapide, secteur 3, c'est du virage lent, et c'est 2 zones, enfin, de toute façon, dès qu'il y a des virages, la Williams, elle est pas contente. Donc forcément, ça nivelle un peu le niveau de performance de Williams ce week-end et sur cette piste. Ça marchait fort, en revanche, dans le premier secteur, mais ça ne suffisait pas, contrairement à Monza où c'est que de la ligne droite presque. Là, ça suffisait pas, surtout que faut pas oublier qu'au Mexique, plus de 2000 mètres d'altitude, la densité de l'air est très faible et du coup, c'est compliqué d'appuyer la voiture, c'est compliqué de refroidir la voiture aussi, les freins, les pneus, le moteur, c'est compliqué, mais surtout l'appui aérodynamique, l'air est beaucoup moins dense et donc on a on a vraiment des voitures qui glissent pas mal, c'était notamment le cas de la Ferrari, mais c'est très compliqué d'appuyer la voiture. C'est pour ça que ce week-end, souvent à Mexico, on voit des ailerons très, très, très braqués. On a l'impression d'être à Monaco, alors qu'on prend 340, 350 de vitesse max, donc c'est assez, paradoxal. Mais en tout cas, Williams, ça marche pas très fort. As, comme j'ai dit au dernier podcast, ça marche pas non plus, hein, clairement. En cette fin de saison, c'est très compliqué. Aston Martin, malheureusement, on a l'impression de les voir un petit peu progresser, mais je pense que c'est plutôt des faits de course et surtout un Sébastien Vettel qui est très très chaud. Stroll qui échoue derrière Vettel, je crois, en qualif, mais qui surtout, avec la grille de départ, part dernier, puisque 18e, voilà, c'est ça, je cherchais le résultat, 18e en qualif, et du coup, part dernier, puisqu'il avait ses 3 places de pénalité pour l'incident à Austin. Bon, la qualif passée, la course était pas très excitante, on va pas se le cacher. On va revenir sur quelques points que j'ai sélectionnés pour éviter de faire tout un classement, parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu quelques batailles quand même sympas dans le midfield, mais clairement pour la tête de course, bon, on va y revenir, mais c'était un petit peu compliqué. Et il y a eu pas mal d'équipes qui étaient un petit peu bloquées dans des no man's land, surtout Ferrari, et on va en parler tout de suite. Première news, vous avez un petit peu le top 10 sur le côté de la course, mais surtout Max Verstappen qui vient remporter une 14e victoire cette saison. Record battu, lui manque encore le record en pourcentage, puisque les records de Vettel et de Schumacher avaient été faits avec moins de courses dans la saison. Schumacher en 2002, je crois, le record, et Vettel en 2013. Il lui manque encore un petit peu de pourcentage. Il a dépassé déjà Vettel au pourcentage. Il est à 70% de victoire cette saison, Max Verstappen, contre 68 et quelques pour Vettel en 2013. Par contre, il va falloir qu'il gagne les 2 prochains Grands Prix s'il veut dépasser Schumacher au pourcentage, puisque Schumacher est à 72% de victoire sur la saison. C'est faisable pour, pour Max Verstappen, c'est clairement faisable. C'est même, je vais pas dire certain, mais c'est probable que ça arrive au vu du niveau de performance et de la machine inarrêtable qu'est Max Verstappen et Red Bull en cette saison.
Ce sera beau pour l'histoire, clairement. Un petit peu déçu de voir, Schumacher perdre un autre record, voilà, si on est un petit peu fan de Schumacher. Mais en tout cas, pour l'instant, 14 victoires contre 13 pour, Vettel et Schumacher dans leur, meilleure saison en carrière. Clairement, Verstappen, c'est inarrêtable cette année. Verstappen, Red Bull, ça marche, d'enfer, ça fait pas d'erreur, c'est performant, c'est que ce soit le pilote ou l'équipe, on fait pas d'erreur. Des petites erreurs des fois de pit stop comme la semaine dernière, mais honnêtement, c'est pas grand-chose et de toute façon la performance rattrape, hein, ces petites erreurs. Donc impressionnant, clairement. Le tandem, Red Bull, Max Verstappen et même avec sa voiture, c'est, très, très, très rapide. La deuxième info sur laquelle je voulais revenir, le 2e point, c'est Mercedes. Alors Mercedes, pour moi, ils ont perdu le Grand Prix. Voilà, peut-être que tout le monde ne veut pas partager cet avis, mais pour moi, ils ont perdu le Grand Prix ce week-end, à la stratégie. Et c'est pas la première fois cette année qu'on voit Mercedes faire des stratégies un petit peu bizarres. Mercedes qui est réputé ces dernières années pour être un maître de la stratégie, bah là, non, hein, clairement, encore une fois, je trouve que c'est compliqué. Alors, c'est simple, les pneus durs, c'était pas la bonne OP, de fou. Le gros problème en fait qu'a eu Mercedes, c'est qu'ils sont partis sur les médiums et les médiums, bah, c'était compliqué parce que eux, ils ont observé un drop de performance sur les médiums, heu, vers le 20e tour, je crois. Si je me trompe pas, le premier arrêt Mercedes, c'est Hamilton qui s'y colle au tour 29, donc voilà, vers le 30e tour. On s'aperçoit que ça marche plus très bien les médiums. Ce qui est étonnant, c'est que juste avant, au tour 28, on a l'arrêt de Charles Leclerc. Au tour 29, en même temps qu'Hamilton, on a l'arrêt de Carlos Sainz. Les deux Ferrari qui s'arrêtent quasiment en même temps que Mercedes, qui sont elles chaussées en soft. Donc en fait, on se rend compte pendant la course que les pneus ils tiennent très 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 longtemps, notamment les softs. Donc, donc on se dit si les softs tiennent autant de temps, normalement les médiums tiennent encore plus et les durs encore plus. Sauf que les durs, bah, on n'arrive pas à faire monter véritablement en température. On l'a dit, hein, l'air est moins dense ici. Normalement, ça provoque de la surchauffe. Mais là, en tout cas, est-ce que c'était la piste? Est-ce que c'était les températures? Je sais pas trop. Mais en tout cas, les pneus durs, ça marchait pas fou. C'était pas fou. On l'avait vu même le vendredi. Ça marchait pas très fort. Et surtout, bah, ils s'usaient pas, en fait, les autres. Les autres pneus ne s'usaient pas. Donc Mercedes, en chaussant des durs sur le deuxième relais, ne pouvait pas espérer un drop de performance des Red Bull. C'est pourtant ce qu'ils ont répété des dizaines de fois aux deux pilotes, parce que les deux pilotes, que ce soit Russell ou Hamilton, se sont bien plaints de la stratégie en disant mais les gars, c'est pas du tout les bons pneus. Russell, je crois qu'une dizaine de fois, il a dû dire je suis pas satisfait des pneus. Et à chaque fois, les ingénieurs Mercedes, que ce soit Peter Bonington ou l'ingénieur de George Russell, ne faisait que répéter non, non, les gars, vous inquiétez pas, on est sur le bon pneu, les Red Bull vont s'effondrer en fin de Grand Prix, ils vont devoir s'arrêter à nouveau. Bon, spoiler alerte, ils se sont pas arrêtés, ça n'a pas du tout drop en performance, au contraire, ils ont été plutôt très réguliers, je pense que Verstappen en avait encore sous la pédale. Verstappen a mis un gap quand même de plus de 10 secondes, hein, je crois, hein, à l'arrivée. Donc ouais, 15 secondes à l'arrivée entre Verstappen et Hamilton. Pérez était pas loin d'Hamilton, à un moment il a fait l'effort. C'était compliqué de dépasser sur ce Grand Prix, je trouvais. Dès qu'on était proche, en fait, on surchauffait les freins, on surchauffait le moteur. Donc c'était très très compliqué. Cet air moins dense fait vraiment des dégâts sur la surchauffe des monoplaces. Et on retrouvait un petit peu un sentiment qu'on avait sur les années précédentes, c'est-à-dire qu'on s'approche quelques tours, et si on n'arrive pas à doubler direct, c'est pas possible, on est obligé de remettre du gap, parce qu'en fait, sinon, on n'est pas bien. C'était pas à cause de l'aéro cette fois-ci, mais c'était plus à cause de la surchauffe. C'est compliqué du coup parce qu'on avait du mal à avoir des dépassements. Il fallait vraiment un gros delta de performance entre les deux voitures. C'est vraiment un schéma qu'on retrouvait les années précédentes. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est une des raisons pour laquelle la course a été un peu chiante. Surtout qu'en général, au départ, on a des beaux petits accrochages. En tout cas, de l'action, sans parler d'accrochage forcément. Et là, cette année, bah, rien du tout. Verstappen a gardé la tête au premier virage grâce à un bon départ. J'ai envie de dire, le départ est assez similaire sur les 4 premiers. Par contre, la vitesse de pointe de la Red Bull a bien aidé, je pense, sur le départ. Et Verstappen est le premier depuis 2016, je crois, à finir sur le podium. Alors, il a même gagné,
mais à finir sur le podium alors qu'il partait en pole. D'habitude, le poleman depuis 2017 n'avait jamais réussi à terminer sur le podium. Donc voilà, petite stat intéressante. Ça prouve bien aussi, je pense, la supériorité de la Red Bull. Et clairement, pour moi, Mercedes a jeté à la poubelle une des plus belles opportunités, si ce n'est la plus belle opportunité de victoire cette année, surtout avec Russell, puisque on arrête Hamilton au tour 29, mais Russell, lui, on le fait continuer, il s'arrête qu'au tour 34, et on se dit, au début, on se dit, bon, c'est génial, ils vont étendre ce relais de Russell qui marchait plutôt bien, il perdait pas de rythme sur les gommes tendres, sur les gommes médium, pardon, et on se dit, ils vont l'emmener loin, ils vont mettre les tendres, et ça va marcher. Bah non, bah non, pas du tout. Ils ont arrêté, ils ont mis des durs. Voilà, au tour 34. Donc du coup, en plus, il s'arrête plus tard, donc il perd beaucoup de temps. Il se retrouve quatrième alors que le pauvre partait deuxième. Donc ça, c'est dur pour lui. Surtout que, bah, en fait, on n'a pas vraiment assumé la stratégie. C'est-à-dire que chez Mercedes, on s'est dit, on va rallonger le relais de Russell. Et puis en fait, au milieu, on se dit non, non, désolé, on va s'arrêter, on met des durs, on a trop peur du drop de performance. Mercedes a apparemment observé un drop sur les pneus médiums. À la télé, c'était pas flagrant, honnêtement. Alors, est-ce que la Mercedes usait plus ses pneus que la Red Bull? Ça aussi, c'est une vraie question. En tout cas, Red Bull s'arrête avec Verstappen au tour 25 et avec Perez un peu plus tôt, Perez au tour 23 pour chausser des médiums et ils les ont emmenés au bout du Grand Prix. La grosse perf, c'est Vettel qui emmène des softs jusqu'au tour 38. Donc clairement chez Mercedes, à ce moment-là, quand on voit Vettel, au moment où on s'arrête, emmener des tendres aussi loin, puisque Vettel s'arrête au tour 38, Russell s'arrête au tour 34. Donc on a eu le temps de voir que Vettel était en train de faire plus d'une trentaine de tours sur des pneus soft. Ça aurait dû nous donner une indication, je trouve. À la rigueur, Hamilton, on l'a arrêté tôt, c'était un peu foutu à partir de ce moment-là. Mais Russell, je pense que vraiment, on pouvait aller emmener une stratégie avec un seul arrêt, mettre des softs et finir le Grand Prix sur une grosse perf. Tout simplement, avec une bonne vitesse. C'est ce qu'a fait un certain Daniel Ricciardo, on va en reparler. Autre réaction, Ferrari, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Il n'y a rien vraiment à leur reprocher ce week-end. Ils étaient juste garés. Mais alors, vraiment bien garés, quoi. C'était très très dur. Alors, bien entendu, les top teams ont une grosse avance sur McLaren, Alpine, etc. Donc, ils étaient confortablement devant les Alpine et les McLaren. Mais c'était garé. C'est-à-dire qu'il y avait je crois que Carlos Sainz finit à 58 secondes de la tête. Leclerc est à 1 minute 8. C'est les derniers. Les deux Ferrari, c'est les deux derniers à être dans le tour du meneur. Après, c'est un tour de retard des Ricardo. Et honnêtement, Leclerc, avec quelques tours de plus, ça aurait fini par passer derrière Verstappen. Donc très très compliqué. Il n'y avait pas de perfo. Il y avait pas de perfo. Alors Leclerc nous parlait à nouveau d'un problème moteur pendant la course qu'ils n'ont pas réussi à régler après les qualifs. Est-ce que c'est vraiment un problème moteur ou est-ce que le moteur Ferrari a juste pas du tout aimé le manque de densité d'air à Mexico? Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est égaré pour les deux. Encore plus pour Leclerc qui a bien marqué le pas, que ce soit en qualif ou en course face à Sainz. Donc c'était compliqué. Surtout que Leclerc a un nouveau moteur depuis le week-end dernier, donc normalement ça devrait marcher un petit peu plus fort. C'est un moteur qui est un peu plus fiable aussi. Et souvent, fiabilité, ça va avec performance. Souvent, quand on gagne un peu en fiabilité, on gagne un peu en performance en même temps. Donc c'était très très compliqué. Ça fait pas d'erreur, ça fait des bons arrêts. Alors c'est dommage, c'est quand ça compte pas, c'est quand il n'y a rien à jouer que ça fait des bons arrêts. 2 secondes 3 pour Leclerc, un petit peu plus compliqué je crois pour Carlos Sainz. C'était 3 secondes 5 je crois l'arrêt pour Sainz. Mais en tout cas, ça fait des bons arrêts, enfin un bon arrêt. La stratégie était plutôt bonne, on est parti en soft, on s'est calqué un peu sur la stratégie de Red Bull chez Ferrari, mais bon, il y avait juste pas de rythme, donc ça pouvait pas marcher. Les pilotes Ferrari avaient l'air dépités à la fin de la course, j'espère pour eux que c'est qu'un passage à vide, on va dire, et que c'était juste sur ce Grand Prix-là. À Austin, c'était quand même plus performant, même si on le sait depuis la deuxième moitié de saison, c'est compliqué, ça use plus les gommes que la Red Bull, donc c'est dur de tenir le rythme en course. Mais par contre, en qualif, normalement, ça marche, on l'a vu la semaine dernière, c'était en pole, c'était 1 et 2 sur la grille. Bon, avant la pénalité de Leclerc, bien sûr, mais là, cette semaine, waouh, c'était très très compliqué. Donc, pour Ferrari, tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça se passe mieux dans 2 semaines au Brésil, pardon. Quatrième réaction, pardon, c'est bien entendu la grosse performance et ça fait très 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 plaisir. La semaine dernière, on l'a un petit peu bâché le pauvre, mais là, franchement, Ricardo, on peut pas le cacher, c'est quelqu'un qui est très très cool, très sympathique. Tout le monde l'aime bien et là, ça fait plaisir de le voir performer à nouveau. Il a fait la bonne stratégie, médium, tendre. C'était, je pense, la stratégie qu'aurait dû faire Mercedes
et on l'a bien vu sur Ricardo, ça marchait du tonnerre. Ricardo s'arrête tard dans le Grand Prix, il s'arrête au 44e tour pour chausser des softs après avoir fait son premier relais en médium. Et alors là, Ricardo l'a fusée, il nous fait des dive bombs, il nous fait des gros freins sur tout le monde. Petit bémol, il faut en parler quand même, il envoie Tsunoda dans le décor. Grosse erreur d'appréciation pour moi, ça vient un petit peu teinter, on va dire, cette performance. Oui, c'est une erreur, clairement, de Ricardo. Lui, il trouvait que les 10 secondes, c'était une grosse pénalité. Je trouve que c'est justifié, même si s'il n'y avait pas eu, on va dire, l'abandon, et enfin le petit, le petit envoi en l'air de Tsunoda suivi de son abandon, il n'y aurait peut-être pas eu 10 secondes. C'est vrai que Jacques Villeneuve disait aux commentaires hier que la FIA avait trop tendance à juger les conséquences plutôt que l'action en elle-même, alors que normalement dans le règlement, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Le règlement dit bien qu'on doit juger l'action et non pas les conséquences. Mais là, on l'a bien vu, je pense que ça a été un petit peu biaisé par les conséquences. Si ça avait juste touché un petit peu avec Tsunoda et qu'il n'avait pas abandonné, je pense que ça n'aurait été que 5 secondes. Donc un peu compliqué encore de la FIA ce week-end. Ils n'ont pas fait de grosses bourdes, donc on va pas non plus les descendre tous les week-ends. 10 secondes, voilà, ça reste quand même mérité une pénalité. Il fallait une pénalité de toute façon. Il y avait une grosse erreur clairement de Ricardo, tout comme pour Gasly aussi, qui prend 5 secondes. Normal, il pousse Stroll, clairement. Il vient nous faire un peu une Russell au premier virage la semaine dernière, sauf qu'il n'y a pas contact puisque Stroll le voit venir, il est vite. Mais ça méritait aussi 5 secondes. Ce qui méritait peut-être 5 secondes, c'était aussi un petit Stroll qui se rabat sur la zone de frein sur Gasly quelques tours avant. Jacques Villeneuve était pas content du tout. Gasly a rien dit à la radio, enfin en tout cas on n'a rien entendu, mais ouais, Stroll qui apprend pas en fait, tout simplement, tous les week-ends, j'ai l'impression. La semaine dernière, il envoie un type à 250 km/h ou même plus de 300 km/h presque en l'air, en wheeling, à la Fast and Furious, et qui manque en plus de se prendre une barrière de face sur le côté, enfin sur la tranche, et de décéder. Et ce week-end, il se rabat sur la zone de freinage sur Gasly. Donc ce mec, en fait, j'ai l'impression que je sais pas, il apprend pas. C'est incroyable. Alors, on le sait, hein, Stroll, le problème de Stroll, c'est qu'il, comme beaucoup de pilotes aussi, comme Carlos Sainz un petit peu, ils défendent en réaction face à l'adversaire, et c'est pas ce qu'il faut faire, clairement. C'est là que ça devient dangereux, c'est-à-dire qu'ils regardent dans leur rétro, le gars se décale à droite, je me décale à droite, il se décale à gauche, je me décale à gauche. On peut pas défendre comme ça, parce que ça rend toutes les actions très très dangereuses. Je ferme ma parenthèse, j'ai fini de m'énerver sur Stroll pour ce week-end. On revient sur Ricardo. Ricardo, qui, à part son petit accro avec Tsunoda, fait de très beaux dépassements, de très beaux dives, et surtout a un rythme d'enfer, puisque une fois passé Ocon, il va lui mettre plus de 10 secondes. Je crois qu'il finit avec 11 ou 12 secondes d'avance, ce qui lui permet d'être safe, prendre sa pénalité et de quand même faire une P7. Je pense que ça lui fait du bien. En interview, il disait qu'il allait se prendre quelques margaritas le soir. Ça fait plaisir de voir qu'il performe. Et en fait, quand il est à l'aise, ouais, il est à l'aise avec la voiture, ça marche bien. Et il est capable d'avoir un gros rythme et d'avoir plus de rythme même que Lando Norris. Donc ce mec est pas nul, clairement, mais c'est malheureusement un petit peu trop tard pour faire des performances comme ça. Dernière réaction, j'avais envie de parler un petit peu d'Alpine et surtout de Fernando Alonso, qu'on voit à l'image. Alonso, je pense qu'il va brûler Alpine d'ici peu de temps. Et je pense que son A110R édition Alonso, il va la foutre au fin fond du garage et plus jamais la sortir. C'était dur. Alors, pas tellement. Ça sauvait les meubles. Entre Ocon et Alonso, ça sauvait les meubles face à Ricardo surtout, qui était plus performant. Ça réussissait à contenir Lando Norris. Mais vers la mi-course, après son arrêt, je crois, après son arrêt à Alonso, qui était au tour, je cherche dans mes petites notes, au tour 40, Alonso s'arrête. Et à partir de ce moment-là, il y a un petit problème. Ça va pas très fort en ligne droite. On le voit, il perd beaucoup de temps dans le premier secteur. Et ça loupe pas. Ça finit par s'arrêter au tour 63, abandon d'Alonso, le moteur. On l'a bien vu en on-board, hein, ça faisait des bruits vraiment pas très très cool. Donc malheureusement, ça abandonne, tour 63 donc. On l'a vu très 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 frustré Alonso, qui à la radio clairement disait les gars, mais c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps. Alors il a rabâché encore ses 70 points potentiels perdus à cause de la fiabilité. Qu'est-ce qu'on peut lui dire finalement au micro de Laurent Dupin sur Canal, il citait toutes les courses. Il était là en mode Arabie Saoudite, Australie, machin. Il citait toutes les courses où il avait perdu des gros points. Ouais, c'est dur pour Alonso. Alors bon, Australie, quand même, il faut se dire qu'en qualif, il s'est quand même pris un mur, hein, alors, je crois que c'était pas de sa faute. Je crois qu'il y avait eu un problème sur la voiture. Je sais plus.
Mais en tout cas, c'était un peu plus mitigé, on va dire, comme erreur. Bon, ça fait mal. J'ai envie de dire qu'Alonso, bah, il a un petit peu raison quand même d'être vénère, surtout que ça lui arrive qu'à lui. Alors, je dis pas qu'on est en train de bousiller la voiture d'Alonso, hein, attention, mais c'est vrai que malheureusement, bah, la malchance semble vraiment s'acharner pardon, sur lui. Je sais pas si l'année prochaine ça ira mieux chez Aston. Alors Aston, c'est plus fiable, clairement, mais si c'est aussi performant que cette année, il va pas être content non plus, il va pas être trop content le Fernando. En tout cas, chez Alpine, je comprends qu'il en ait un petit peu marre. Alors surtout qu'en plus, étant donné qu'il part, Alonso, une fois qu'il part de votre équipe, faut savoir qu'il s'en bat les steaks, il vous détruit, hein. Donc là, je pense que Alonso va foutre une sacrée mauvaise ambiance, chez Alpine et qu'on va avoir hâte de voir arriver Pierre Gasly, au soir d'Abu Dhabi. Donc voilà, c'était la dernière petite réaction. Compliqué, on espère que ça va mieux se passer dans les 2 prochaines courses pour que ça finisse un peu sur une note positive entre Alpine et Alonso. Alonso, faut pas qu'il oublie que c'est quand même, Renault à l'époque et Alpine, ensuite, qui lui a donné sa chance de revenir en F1, parce qu'il y avait pas beaucoup de place dispo pour, voir revenir, Fernando. Donc voilà, être un petit peu plus calme peut-être dans sa réaction, ce serait cool, envers Alpine. Et puis, par contre, pour Alpine, essayer de bosser un petit peu et de faire une voiture un peu plus fiable, parce que l'année prochaine, on a un beau line-up, certes, on a une voiture qui est performante, on voit, ça progresse, beaucoup d'améliorations et beaucoup d'updates ont été, apportés tout au long de la saison par Alpine. Par contre, si ça corrige pas ce manque de fiabilité, ça va être compliqué l'année prochaine d'aller marquer des gros points et surtout de se battre pour une 4e place à la régulière. Donc voilà, il va falloir bosser, pour Alpine. Malgré tout, ça conserve la 4e place au championnat. D'ailleurs, si on parle un petit peu championnat, on peut noter, que Charles Leclerc perd à nouveau cette 2e place au championnat pour, 5 points, 4 points, 6 points, je sais plus. Quelques points en tout cas, face à Pérez. Il peut dire merci à Russell qui est venu lui voler un point d'ailleurs, qui s'est arrêté, à la toute fin, au 69e tour pour aller chercher le meilleur temps. Ça permet de faire un point d'écart de moins entre Leclerc et Pérez. Sainz aussi perd une place face à Hamilton au championnat. Donc c'est dur pour Ferrari ce week-end. Et surtout, donc on le disait, Alpine, malgré la petite contre-performance, arrive à conserver cette 4e place au championnat constructeur. C'était tout pour ce Grand Prix. Comme j'ai dit en début, enfin en intro, un Grand Prix un petit peu chiant, on va pas se le cacher. Moi je m'attendais à un petit peu plus d'action au premier virage. J'ai espéré une safety car au moment de l'abandon d'Alonso, mais non, virtual. J'ai aussi, j'avoue, un peu espéré une safety car avec l'accrochage de Tsunoda et Ricciardo. J'étais un peu content. Je suis désolé pour tous les fans d'AlphaTauri et de Tsunoda. J'étais un peu en mode oh oui, ça va être cool, petite safety car. Peut-être on resserre un peu les liens, enfin on resserre un peu les écarts à l'avant. Peut-être que Mercedes s'arrête, etc. On aurait eu une course un peu sympa. Et une petite bataille Hamilton-Verstappen comme à la belle époque. Mais bon, bah, il n'y a pas eu trop de morceaux sur la piste suite à l'accrochage de Tsunoda et de Ricciardo. Et effectivement, il faut dire ce qui est, l'incident d'Alonso, enfin l'abandon d'Alonso, ne justifiait pas une safety car. Il était proche de la. Alors, il était dans une zone de freinage, certes, mais il était quand même très proche des barrières. Ils l'ont très vite évacué en poussant la voiture, les commissaires, donc ça justifie pas de safety car, effectivement. Mais c'est un peu dommage, parce que ça aurait mis un petit peu plus de piment dans cette course. En tout cas, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour débriefer le Grand Prix du Brésil, qui, je l'espère, sera un petit peu plus sympa. En tout cas, d'ici là, je vous dis portez-vous bien. Ciao, ciao.